Au sommaire de cette édition, la tournée africaine du président français. Après le Bénin et l'Angola, François Hollande a foulé vendredi le sol camerounais. Le président nigérian hausse le ton face aux exactions de Boko Haram dans son pays. Muhammadu Buhari appelle à la formation d'une coalition internationale plus efficace. Enfin, nous irons à la rencontre de la première équipe africaine de l'histoire à participer au Tour de France de cyclisme. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le président français qui a entamé cette semaine une tournée en Afrique a atterri à l'aéroport de Yaoundé vendredi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue camerounais Paul Biya. Plus d'1 millier de Camerounais étaient également présents pour accueillir le président français. Après un tête-à-tête entre les deux chefs d'État, une déclaration devant la presse a sanctionné la visite du président Hollande. À 23 h, heure locale, le chef de l'État français a quitté le Cameroun, bouclant ainsi sa tournée en Afrique. Le président nigérian Muhammadu Buhari a condamné vendredi les dernières attaques de Boko Haram qu'il qualifie d'inhumaines et de barbares. Ces attaques, selon lui, illustrent la nécessité de former une coalition internationale plus efficace contre ces insurgés islamistes. La vague d'attaques depuis mercredi soir qui a fait près de 170 morts est la plus meurtrière depuis l'investiture du nouveau chef de l'État nigérian le 29 mai dernier. Homme abattu pendant la prière, fidèles fusillés, adolescentes kamikazes. En plein ramadan, le Nigeria, avec près de 170 personnes tuées par Boko Haram en 36 heures, vit sa pire semaine depuis l'entrée en fonction du nouveau président. La vague d'attaques qui a débuté mercredi soir a touché plusieurs villages de l'état de Borno au nord-est, épicentre de l'insurrection islamiste, désormais affiliée au groupe État islamique. Au moins 29 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque menée vendredi par des islamistes présumés de Boko Haram sur un village de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria. Ce village situé au sud de Maiduguri, non loin de la frontière avec l'état d'Adamawa, est la 6e localité de l'état de Borno attaquée en 48 heures par le groupe islamiste nigérian. Au total, cette vague de violence a fait près de 200 morts depuis mercredi soir. Investi le 29 mai à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique, le président Muhammadu Buhari a condamné cette nouvelle vague de violence inhumaine et barbare. Selon Buhari, qui a fait de la lutte contre Boko Haram sa priorité, ce bain de sang démontre la nécessité de former une coalition internationale plus efficace contre le groupe armé. Au total, les violences attribuées au groupe islamiste ont fait 429 morts depuis son entrée en fonction. Au Tchad, un important stock d'armes a été découvert au domicile d'un membre présumé du groupe Boko Haram. L'information a été rendue publique par le porte-parole de la police nationale tchadienne, Paul Manga. La découverte a été faite lors d'une descente de la police au domicile du terroriste Moussa Oumar, tué par les forces de défense et de sécurité le 29 juin dernier au quartier Guinébor. L'opération a permis aux forces de l'ordre de mettre la main sur des roquettes, des obus de mortier, des lance-roquettes, des fusils AK-47 et des caisses de munitions de tout calibre. Le tout enfoui dans un grand trou et recouvert par une dalle. Les autorités marocaines ont expulsé vendredi un journaliste français accusé d'avoir travaillé sans autorisation à la frontière avec l'Algérie. Le journaliste indépendant, dont l'identité n'a pas été révélée, avait réalisé des entretiens sans autorisation afin de préparer un reportage photographique. Notons qu'en février dernier, les autorités marocaines avaient déjà expulsé 2 journalistes français se trouvant dans les bureaux de la principale association de défense des droits de l'homme à Rabat, également accusée de ne pas disposer d'autorisation.
Parlons maintenant des négociations libyennes qui ont repris jeudi dernier au Maroc, toujours sous le parrainage de l'ONU, et ce malgré l'absence de la délégation des autorités de Tripoli. Ces dernières sont en effet réticentes à signer la dernière proposition d'accord, prévoyant notamment la formation d'un gouvernement d'union nationale et la tenue de nouvelles élections. Dimanche, les deux parlements rivaux libyens avaient eu pour la première fois des pourparlers directs à Skirat et après des mois de tractation, Bernardino Léon avait affiché lundi son optimisme, affichant que les deux délégations retournées dans leur pays pourront consulter leurs parlements respectifs et retourneront au Maroc jeudi pour poursuivre les négociations, ce qui fut fait. L'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Bernardino Léon, a tenu jeudi donc une réunion avec les participants présents dans une ambiance optimiste en l'absence de la délégation du Parlement de Tripoli. Et nous espérons que les prochains jours, il y aura un climat dans le pays qui va permettre ce dialogue. Et également, nous appelons, ou le parti appelle à la communauté internationale, aux pays voisins, aux Nations Unies, à appuyer ces efforts pour la paix. Le Parlement installé à Tripoli, le Congrès général national, avait affirmé mercredi qu'il prendrait une semaine supplémentaire pour examiner cette quatrième mouture d'accord qui, selon lui, ne garantit pas les amendements fondamentaux qu'il avait demandés. Les critiques à Tripoli sont également venues de Far Libya, une coalition de milices qui contrôle la capitale libyenne depuis près d'un an. Selon elle, l'accord trahit le sang des martyrs versés pour la libération de la Libye et la préservation de sa souveraineté. De son côté, le Parlement de Tobrouk, présent à la table des négociations au Maroc, avait dit mercredi qu'il était prêt en principe à signer la proposition d'accord. L'invitation est ouverte à nos frères à rejoindre ce consensus politique. On souhaite que leurs décisions dans les jours qui viennent soient positives et conformes à l'esprit qui règne dans la société libyenne et va envers un accord loin de la guerre et des disparités qui prennent leurs responsabilités devant le peuple libyen. En proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye compte deux parlements et deux gouvernements qui se disputent le pouvoir, l'un basé à Tripoli et l'autre à Tobrouk, ce dernier étant le seul reconnu par la communauté internationale. Au Burkina Faso, l'ancienne garde prétorienne du président Blaise Compaoré, connue sous le nom de Régiment de sécurité présidentielle, se dit toujours déterminée à obtenir le départ du Premier ministre Isaac Zida. Sous couvert d'anonymat, un haut responsable du RSP a déclaré que le problème n'est pas de remettre la transition en cause dans le pays. Le RSP exige seulement le départ du Premier ministre burkinabé. En Tunisie, cela fait une semaine qu'a été perpétré l'attentat contre un hôtel dans la cité balnéaire de Sousse. Et pour rendre hommage aux 38 victimes tuées au cours du drame, une minute de silence a été observée vendredi en présence du Premier ministre tunisien. Dépôt de gerbes de fleurs suivi d'une minute de silence pour rendre hommage aux victimes du carnage. L'hommage s'est déroulé à l'heure exacte où s'était produit le drame la semaine dernière. L'attaque de l'hôtel de Sousse avait fait 36 blessés et 38 morts, dont 30 d'origine britannique. En mémoire de ses ressortissants, l'ambassade britannique a elle aussi pris part à la cérémonie. Une partie des dépouilles des victimes britanniques a déjà été rapatriée vers la Grande-Bretagne. L'attaque avait été perpétrée par un étudiant tunisien de 23 ans qui a ouvert le feu sur des touristes dans un hôtel au bord de la mer, au sud de Tunis. Après plusieurs jours d'investigation, le ministère de l'Intérieur tunisien avait annoncé que 8 personnes en lien direct avec l'attentat avaient été appréhendées. Précisons que cet attentat est le plus sanglant que la Tunisie ait jamais connu dans son histoire récente. En Égypte, 2 ans après la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi, le pays reste en proie à des attentats meurtriers perpétrés par des djihadistes. Les autorités du pays, de leur côté, poursuivent une répression sanglante contre toute opposition, faisant des centaines de morts. Les événements de la semaine parlent d'eux-mêmes.
Lundi, le procureur général Hicham Barakat était assassiné au Caire dans un spectaculaire attentat à la bombe et 2 jours plus tard, des combattants se réclamant du groupe État islamique lançaient une série d'attaques coordonnées contre plusieurs positions de l'armée dans la péninsule du Sinaï, faisant des dizaines de morts. Le plus peuplé des pays arabes connaît une vague d'attentats sans précédent depuis que l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sisi a destitué Mohamed Morsi le 3 juillet 2013 à l'issue de manifestations monstres contre son unique année tumultueuse au pouvoir. Ce terrorisme se répand partout en Égypte. Le peuple doit être conscient et agir en conséquence. Le peuple doit surveiller et alerter les autorités en cas de danger. Dans les mois qui ont suivi l'éviction de Morsi, policiers et soldats ont tué plus de 1400 personnes, en majorité des manifestants islamistes, dont plus de 700 en quelques heures, dans la dispersion de 2 sit-ins pro-Morsi. Des dizaines de milliers ont été emprisonnés, tandis que des centaines ont été condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs. Mohamed Morsi lui-même et plusieurs dirigeants de sa confrérie des frères musulmans ont été condamnés à la peine capitale. Disant agir en représailles à cette répression, les mouvements djihadistes ont tué des centaines de policiers et de soldats, posant un sérieux défi au président Sisi, dont l'objectif premier est de rétablir la sécurité et de relancer une économie à genoux. Le gouvernement vise un ambitieux taux de croissance de 7%, alors que le secteur vital du tourisme a souffert de l'instabilité politique. En 2014, seuls 9,9 millions de touristes ont visité l'Égypte, contre près de 15 millions en 2010. Du sport pour refermer cette édition avec la première équipe africaine de l'histoire à participer au Tour de France de cyclisme en juillet 2015. Cette équipe se présente au départ avec des ambitions modestes, mais elle a la conviction d'être l'avant-garde d'un cyclisme africain bientôt prêt à conquérir le monde. Pour ces coureurs, cette année, l'échauffement n'a plus la même saveur. La pression est montée d'un cran. 9 coureurs de l'équipe MTN Kubeka vont participer au Tour de France. C'est la première équipe africaine de l'histoire à être invitée. Pour les organisateurs de l'épreuve, c'est évidemment un message d'ouverture au monde et une belle opération de communication. C'est du marketing intelligent, mais je pense aussi que nos coureurs qui participeront au Tour de France seront compétitifs. Ils ont montré qu'ils étaient bons lors du Tour d'Espagne, donc je ne pense pas que ce soit un problème. C'est bien, je pense que ça va faire monter le niveau du cyclisme en Afrique. La sélection de MTN Kubeka pour le Tour compte un Américain et 3 coureurs européens, les plus expérimentés, mais aussi 2 Érythréens et 3 Sud-Africains. Douglas Ryder, le manager de l'équipe, n'envisage pas le maillot jaune, mais il espère que ces recrues gagneront quand même des étapes. Nos coureurs africains sont de bons grimpeurs. Ils sont très jeunes, très légers, très forts. Ils montent bien les cols. Donc l'équipe se reposera beaucoup sur eux dans la seconde partie du Tour de France, dans les montagnes. Et pendant la première moitié, nos coureurs européens mèneront l'équipe dans les courses classiques, sur les pavés, en France et en Europe du Nord, pour faire le mieux possible là-bas. Kemani Dlamini fait partie des espoirs de l'équipe. À cette course, le championnat national contre-la-montre des moins de 23 ans, il a terminé 2e. Mon espoir pour l'avenir, c'est aussi d'aller au Tour de France un jour. C'est mon plus grand rêve. Et aussi les Jeux Olympiques peut-être. L'invitation au Tour donne un nouvel élan et beaucoup de motivation à cette jeune équipe. Tous espèrent être les pionniers d'un tournant africain dans ce sport qui se mondialise déjà à toute vitesse. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Passez une très belle journée en compagnie des programmes de SICA.